Bonjour et bienvenue sur le podcast Femmes et mères du monde. Je me présente, je suis Audrey, maman de 4 enfants, en voyage à travers le monde sur un voilier avec plein de fleurs partout. En tant que doula, j'accompagne les femmes et les couples autour de la conception naturelle ou de la PMA, procréation médicalement assistée, car je suis profondément persuadée qu'un soutien global et holistique peut faire toute la différence. Je suis aussi conseillère en huile essentielle, un outil que j'utilise au quotidien, tout simplement car ces petites huiles ont changé ma vie, notre vie. Je les intègre dans mes accompagnements doula et je propose désormais une formation complète pour les professionnels. Tu souhaites te reconvertir dans le domaine du bien-être et du naturel? C'est aussi sûrement une opportunité pour toi. J'ai éveillé ta curiosité? Alors rendez-vous sur mon site ou sur mes réseaux pour papoter. Tu trouveras les liens dans ma bio. Revenons à nos moutons. Ce podcast, c'est ma façon à moi de figer des rencontres inspirantes, donner la parole à des femmes et des mères pendant mon voyage. Alors, prête? Bonne écoute! Coucou Morgane! Salut Audrey! Merci d'être venue raconter ton histoire ici sur le podcast. Merci à toi pour cette belle opportunité. Donc, pour la petite histoire, j'ai rencontré Morgane, je pense 1 ou 2 jours avant le départ de La Rochelle. On s'est croisés sur un ponton et donc vous étiez en train, je pense, de mettre du gasoil ou quelque chose comme ça. Et on s'est dit, tiens, on partait sur quasiment la même fenêtre à 1 ou 2 jours près. On s'est dit, on se retrouvera sûrement en Espagne. Et en fait, c'est de là qu'a démarré notre histoire. On est parti, je pense, la veille ou l'avant-veille et on s'est retrouvés en Espagne. Et puis après, on s'est suivis en Espagne, au Portugal. Et on s'est liés d'amitié. Et les enfants aussi. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter. Tu fais partie de mes belles rencontres de voyage. Et j'avais donc envie de t'inviter pour que tu nous racontes un petit peu ton voyage, pourquoi tu avais décidé tout ça. Enfin voilà, j'ai plein de questions. Auquel je vais répondre avec plaisir. C'est ça, on s'est rencontrés à La Rochelle. Vous êtes partis 2 jours avant nous. Et puis, on a construit, je trouve, une belle amitié au fil des différentes étapes. Et les enfants aussi, comme tu dis. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter, Morgane, s'il te plaît? Ouais. Alors, du coup, moi, j'ai 35 ans. J'ai 2 enfants de maintenant 5 et 9 ans qui s'appellent Paola et Léon Lou. Et on est rentrés cet été d'un tour de l'Atlantique en famille. Voilà. On habite sur le bassin d'Arcachon, donc on est toujours près de la mer. Et puis, on ne vient pas du bassin d'Arcachon, on vient de Paris, mais on s'est installé il y a une dizaine d'années sur le bassin d'Arcachon, donc au bord de la mer. Et c'est là où ça a commencé à nous donner des idées de partir et de larguer les amarres. Pas mal. On se rapproche progressivement. C'est ça. De la mer. Cool. Du coup, est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment cette idée de voyage est venue? Donc, vous vous êtes déjà rapproché de la mer, mais après, voilà, qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de l'idée à l'action? Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'on a réalisé assez récemment finalement que ça s'était installé très progressivement. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps encore, on avait l'impression qu'on avait pris cette décision très rapidement, comme un coup de folie en fait. Et on se dit, mais non, ça remonte à loin cette histoire. Ça remonte à loin parce qu'Antoine avait rencontré, quand il avait 18 ans en Australie, lors d'un voyage, une famille qui avait entrepris justement un tour du monde à la voile. Et c'est toujours un petit peu resté dans sa tête. Mais on a fait nos vies, on a trouvé du boulot, on a fini nos études, on a fait des enfants. Et puis, il y a une dizaine d'années, quand on s'est installé sur le bassin d'Arcachon, on a acheté finalement un premier petit bateau de 6 mètres où on naviguait sur un lac. Ensuite, on a acheté un deuxième bateau de 7 mètres en naviguant, cette fois pas sur un lac, mais en mer, donc sur le bassin d'Arcachon, mais sans forcément avoir l'idée de quelque chose derrière. En tout cas, on commençait progressivement à apprendre de façon autodidacte à naviguer et à se rapprocher de la mer. Le déclic, ça a été en 2020.
quand j'ai été licenciée suite au Covid. Je travaillais dans une boîte de recrutement et ça a été assez brutal. Un matin, on m'a convoquée, j'ai perdu mon boulot, j'ai envoyé un message à Antoine en disant je suis virée. Et il m'a répondu c'est peut-être le moment de partir faire le tour de l'Atlantique à la voile et de partir voyager. Et là, tout s'est accéléré très rapidement. Et entre ce licenciement et notre départ, il nous a fallu 2 ans en termes de préparation. Trop bien. Comment rebondir après un licenciement en 2 minutes chrono et voir les Exactement. choses autrement, quoi. C'est magique. Ouais, exactement. Mais c'est pour ça, on a réalisé vraiment récemment, parce qu'on s'est dit, mais attends, on a décidé de partir comme ça, on est fou, faire un tour de l'Atlantique à la voile. Et finalement, tu vois, vraiment, il y a quelques semaines, on s'est dit, en regardant des photos, en regardant même des photos quand j'étais enfant, où je me vois sur un voilier avec mes parents à faire mes premiers pas. Et je me dis, mais non, en fait, ça s'est passé assez progressivement, le truc. La décision, elle a été assez impulsive, mais c'était au fond de nous, je pense, depuis quelques temps. Oui, vous attendiez le moment, en fait. C'est ça. On attendait un déclic, un truc qui se passe. Et puis, quelques temps avant, ça tombe bien, parce que quelques temps avant, Antoine s'était installé dans le canapé. Quelques mois avant mon licenciement, m'avait regardé dans les yeux et puis m'avait dit mais moi, j'imagine pas ma vie comme ça. Tu vois. Et quelques mois après, j'ai été licenciée et on prenait la décision. Rien n'arrive par hasard. Non, rien n'arrive par hasard, ça c'est une certitude. Ouais, trop bien. Et du coup, tu disais que vous aviez mis 2 ans entre le moment où vous avez pris la décision et le moment où vous êtes parti. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? Alors, le premier point, c'était de trouver le bateau. On avait un budget limité pour l'achat d'un monocoque capable de voyager et de traverser l'Atlantique. Il nous fallait quand même un petit peu d'espace parce qu'on n'était pas seuls, on emmenait avec nous nos 2 enfants. Donc, la première étape, ça a été de trouver ce bateau. Ça nous a demandé pas mal de temps parce que il faut aller autant en Méditerranée qu'en Bretagne, qu'en Charente. On a restreint en tout cas nos recherches à la France parce qu'on bossait malgré tout, donc le temps était limité. Quand on a trouvé ce bateau, donc tu vois, on a pris notre décision en septembre 2020, on a trouvé ce bateau, coup de cœur. Il y avait pas mal de trucs à faire pour le préparer, mais coup de cœur, une âme, un truc qu'on a ressenti, ça s'explique pas, une intuition. Et ce bateau, on l'a acheté en février 2021, tu vois. On l'a préparé entre février 2021 et le mois de juillet 2021. Changer les batteries, vérifier les voiles, travailler sur la coque, refaire l'intérieur, c'était vraiment un gros boulot. Et on est parti pour s'entraîner avant le grand saut. On est parti pendant 2 mois en Bretagne avec nos enfants pour faire comme un essai en fait. Savoir déjà si ça allait nous convenir, si on était capable de vivre tous les 4 avec cette promiscuité, si tout le monde se sentait à l'aise en mer, et puis pour s'entraîner, parce que même si on avait fait un petit peu de cabotage sur le bassin d'Arcachon, qui n'est pas l'équivalent de la Bretagne-Clermont, c'est-à-dire que la mer est plutôt calme, c'était aussi pour s'aguerrir et voir ce qu'on avait un petit peu dans le ventre avant de vraiment larguer les amarres et partir pour un an. Et puis à la suite du coup de ce premier voyage en Bretagne, ça nous a permis d'identifier aussi les points faibles du bateau, ce qui n'allait pas, pour pouvoir se laisser finalement pratiquement une année de plus pour continuer l'amélioration du bateau et partir dans des conditions plus sereines. Et vous l'aviez trouvé où ce bateau finalement? Alors ce bateau, il était à Soubise, en fait, à une dizaine de kilomètres de Rochefort, à 1 heure de La Rochelle. Ok. Est-ce que tu peux nous partager le budget pour un bateau, si on veut acheter un bateau qui correspond, comme tu disais, donc à une famille de 4, le budget d'achat et puis le budget de travaux peut-être, plus ou moins? Ouais.
Alors nous, on l'a acheté, ce bateau 55 000 €. C'est un bateau qui fait 50 pieds, 15 mètres en fait d'extérieur, mais qui reste à 44 pieds, c'est-à-dire 12 mètres en fait à l'intérieur. Ok. Normalement, pour avoir un bateau de cette taille, moi c'est ce que je conseille quand même pour une famille avec 2 enfants, c'est au moins d'avoir un 44 pieds. Si tu veux un bateau un petit peu plus récent Mhm. et mieux équipé, il faut plutôt compter 80 000 – 85 000 €. Ok. Nous, on a fait le choix de prendre une vieille construction, donc pour deux raisons. Pour le budget, on n'avait Mhm. clairement pas 85 000 € à mettre. Et l'un dans l'autre, c'était pas si mal parce que les bateaux des années 80 sont construits de façon extrêmement robuste avec des coques qui sont 2 fois plus épaisses. Ouais. Un peu comme l'électroménager au final. On Mm. dit les années 80, ça tient, c'est du solide, ça tient 40 ans, là où maintenant nos machines nous lâchent au bout de 5 ans. C'était un peu pareil en fait pour les bateaux. On Mm. les C'était construisait avec, sécuritaire, quoi. ouais, très sécuritaire parce qu'en fait ils se sont aperçus à partir des années 2000 que les gens utilisaient leur bateau finalement qu'une dizaine de jours dans l'année et Ouais, c'est dingue. les constructeurs se sont dit mais en fait pourquoi on s'embête à mettre autant de matériaux pour un bateau qui va naviguer en moyenne bien sûr Mm. 10 jours dans l'année. Donc c'est vraiment un bateau qui a été construit pour y vivre et pour naviguer tous les jours. Donc c'était aussi très sécurisant, même si on savait que c'était pas un foudre de guerre parce qu'il pèse 18 tonnes, il est extrêmement lourd. Là où plutôt les bateaux récents pour cette taille vont peser 8 tonnes, donc on va être forcément moins rapide, mais on avait privilégié cet aspect sécuritaire en lien avec le maigre budget qu'on avait pour acheter un bateau. Ok, ça se tient. C'est très bien. Voilà, Et ouais. vous aviez mis à peu près après, donc vous avez fait pas mal de travaux vous-même aussi, donc c'est bien. Enfin, disons que ça fait des économies par rapport au budget aussi. Mais Ouais, faut-il savoir le faire. ouais, alors Et je pense que, ouais. t'apprends sur le tas. Enfin, franchement, moi, j'ai pas fait grand-chose par les peintures et les trucs un peu plus esthétiques. Mais en effet, avec un budget limité, il n'y avait pas trop de choix. Alors, en termes de ce qu'on a rajouté, on n'est pas loin de 10 000 € pour l'avoir rendu complètement autonome en énergie. Ah oui, ok. Changement de toutes les batteries, de certaines pièces du moteur, des panneaux solaires aussi, les presses et tout, enfin tout le côté un peu technique. Mais en fait, c'était pas plus mal de le faire soi-même, même si c'était long et fastidieux. Mais au bout du compte, Antoine, il est arrivé, il connaissait le bateau. C'est exactement C'est-à-dire ça, ouais. que, ouais, il y avait un souci, il pouvait intervenir parce qu'il a refait toute l'électricité, il a refait toute la plomberie aussi. Mm. Ce qui, au final, facilite les choses quand tu es en navigation et que tu as un problème parce que tu as déjà mis les mains dedans, quoi. C'est sûr, c'est clair. Ok, donc j'ai mes réponses pour le bateau. Maintenant, si on parlait un petit peu des enfants, comment est-ce qu'ils ont pris, comment est-ce que vous leur avez annoncé, comment est-ce qu'ils ont pris la nouvelle? Mm. En fait, les enfants, ça s'est fait progressivement parce qu'on a fait ce voyage de 2 mois Ah oui, en Bretagne. Donc ça, c'était assez cool parce qu'il n'y a pas eu ce truc où on leur a dit ça y est, on part un an, vous n'êtes jamais monté sur un bateau. Ça a été assez progressif parce que finalement, on les a préparés sur 2 ans. Ok, premier été. Vraiment, ça s'est bien passé. Paola, à ce moment-là, a 3 ans, hein, est petite. Loulou a 7 ans. Et puis, on les prépare après ce voyage de 2 mois qui s'est hyper bien passé. Franchement, nickel avec les enfants. On leur dit trop cool parce que on vous annonce l'année prochaine, on part. Et on part pour un an et on part traverser l'Atlantique, ce qui n'a pas de sens en fait pour eux parce que à cet âge-là, franchement, pour eux traverser l'Atlantique, ils ne se rendent absolument pas compte de ce que ça implique. Eux, ce qu'ils retiennent, c'est on va voyager et on va pas avoir d'école pendant un an. Donc, c'est hyper cool. Non, la nouvelle, ils sont super excités. Paola se rend pas bien compte et en parle pas forcément autour d'elle, mais Léon Lou, qui a 8 ans, partage ça avec beaucoup de fierté avec ses copains.
avec ses enseignants aussi. Donc, il y a vraiment une bonne dynamique qui se met en place et la nouvelle, elle est hyper bien accueillie et à cet âge, aucune peur de quitter les copains. Donc, il n'y a vraiment pas de zone d'ombre là-dessus. Ouais, des aventuriers, quoi. Des vrais petits aventuriers. Ouais, des aventuriers. Après, ils vont être confrontés à la réalité. Après, c'est des enfants, donc quand les parents sont enthousiastes et joyeux et qu'ils voient que c'est ils sont de suite rassurés. Et, enfin, si les parents vont bien, les enfants vont bien. Enfin, moi, c'est quelque chose que je pense. En tout cas. Mais bien sûr. Et puis, ils vivent l'instant présent, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ils se posent pas ces questions et en effet, on est hyper emballés, on est dans cette dynamique et ils suivent le mouvement vraiment facilement, quoi. Top. Et du coup, tu as dit qu'ils étaient hyper contents parce qu'ils n'allaient pas aller à l'école. Je suppose que quand même, tu leur as rappelé que vous alliez faire quelque chose quand même pendant 1 an. Et comment ça s'est passé, l'instruction sur le bateau, du coup? Comment tu as organisé ça? Alors, ouais, pour Paola, donc en fait, c'est vraiment différent pour les deux parce que Paola, on part, elle a fait sa petite section, elle est en maternelle. On prend rendez-vous avec son maître qui nous explique que, si tu veux, elle n'est pas du tout scolaire. Et en effet, elle n'est pas scolaire. Et qu'il va falloir intégrer ça finalement dans le quotidien. C'est-à-dire, à 4 ans, c'est essayer d'aller ramasser 10 coquillages, d'aller mettre le couvert avec 4 fourchettes, 4 couteaux, de regarder les couleurs autour de nous, mais qu'il va falloir intégrer l'école un peu différemment de ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que Paola ne tient pas en place derrière un bureau assise sur une chaise. En revanche, Léon Loup va faire son CE2, donc on décide de prendre une école à distance pour garder un cadre, parce qu'on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Le CNED, on décide de ne pas suivre le CNED parce qu'on ne veut pas avoir des échéances pour rendre les devoirs. On veut quand même avoir cette liberté. C'est pas le but de se mettre trop de pression et d'avoir des dates en tête. Donc, on décide de passer par les cours Legendre, qui est une école située à Paris, qui te donne finalement ce cadre, mais qui te laisse libre au niveau des contrôles, par exemple, à rendre. Et pour nous, c'est un super soutien. Et surtout, quand tu commences l'instruction en famille comme ça, je trouve que c'est pas mal parce que l'enfant a quand même cette idée qu'il y a quelqu'un, tu vois, autre que les parents qui va vérifier son travail. Peut-être qu'on ne se sent pas à ce moment-là suffisamment crédible et que c'est une facilité pour nous de dire en gros, attention, tu vois, si tu nous la mets à l'envers, il y aura des contrôles à rendre et tu auras une maîtresse ou un maître qui va te suivre pendant ce cursus. On ferait peut-être différemment, mais si on repartait maintenant. Mais pour cette première année, je trouve que c'était une belle transition de passer par une école comme ça. Ok, ça s'est bien passé? Tu es contente de ce choix? Si tu devais refaire, tu ferais le même choix? Alors, non, je pense qu'après cette première année, alors je suis très contente de cette première année, mais on ferait les choses différemment. Je pense du coup que si on repartait, on aurait cette confiance de prendre des livres finalement et d'aborder l'instruction, c'est-à-dire vraiment à notre façon. Tu vois, donc sans forcément passer par une école, en ayant des supports qui correspondent. Mais là, par exemple, c'est des cours qui sont quand même assez lourds au niveau du français, qui sont très axés sur français et maths. Et je pense du coup qu'on ferait les choses autrement. Et on s'aiderait, en fait, on puiserait dans différentes sources. Tu vois, on irait prendre un petit peu à gauche, à droite, et on se sentirait plus capable d'organiser vraiment l'école à notre façon. Est-ce qu'on peut dire que finalement cette expérience, ça t'a fait aussi prendre confiance dans ton rôle d'instructrice ou dans le rôle auprès de tes enfants, dans leur faculté à apprendre différemment?
Ouais, ouais, complètement. Alors, surtout la confiance pour moi et pour Antoine en tant qu'instructeur et instructrice, parce que la confiance dans mes enfants, je l'avais. J'avais pas de doute là-dessus. Et je me disais, ils n'avaient pas du tout de difficultés à l'école. C'était assez. Enfin, on avait la chance de partir avec des enfants voilà, qui n'avaient pas forcément de soucis d'apprentissage, surtout Léon Loup, en fait, qui était plutôt assez scolaire. Et donc, je me disais, s'il n'y arrive pas, le problème, c'est pas lui, c'est nous. Enfin, ça viendra pas de lui, ça c'est sûr. Franchement, on part quand même avec un enfant qui n'a pas de zone d'ombre. Enfin, voilà, c'est simple, il a un comportement fluide par rapport à ça. Donc, on a pris confiance en notre capacité, ouais, plutôt qu'en la sienne où c'était déjà acquis. Ou même en sa capacité d'apprendre seul sans la maîtresse. Enfin, tu vois, sans le cadre scolaire, quoi. Ah ouais, complètement. C'est pas facile, hein. Enfin, Non. tu le sais, ça, mais c'était la première à me l'avoir dit, que ça prend du temps. Ça prend du temps à mettre des habitudes en place et ça prend du temps. Tu vois, c'est pour ça que je te disais au début, je me disais, bah ouais, ça me rassurait d'avoir une institutrice ou un instituteur qui allait passer derrière et je lui mettais un peu cette pression, tu vois, de dire attention, tu vas avoir quelqu'un qui va corriger. Et en fait, à la fin, c'était lui faire comprendre qu'il le faisait pour lui et pas pour faire plaisir à quelqu'un. Et c'est ce qui a changé tout au long du voyage, quoi. Et maintenant, est-ce que tu... Non, remarque, il n'est pas encore rentré à l'école. Donc, on verra à partir du mois de septembre. C'est ça. Comment ça s'est passé le début du voyage? Est-ce que ça ressemblait exactement à ce que tu avais prévu? Est-ce qu'il y a eu des désillusions? La première partie du voyage, alors, c'était franchement que des belles surprises. Que des belles surprises. On a rencontré beaucoup de monde et c'était des belles rencontres. En fait, la surprise du voyage, je pense que ça a été les rencontres. J'imaginais pas, en vivant sur l'eau, qu'on allait rencontrer autant de familles, autant de belles personnalités qui allaient beaucoup nous inspirer aussi. Donc ça, c'est vraiment pour le côté surprise, belle surprise. Les enfants, les 4-5 premiers mois, franchement, tout le monde est hyper emballé. L'école se passe super bien. Il n'y a pas de... je sais pas, il n'y a pas de difficultés. Les difficultés, elles vont plus arriver en seconde partie du voyage. Qu'en première. C'est-à-dire que les 4-5 premiers mois, on arrive très très bien à vivre ensemble. Enfin, franchement, c'est assez cool. Et puis, le côté un peu de désillusion, enfin, je sais pas si on peut parler de désillusion, mais qui n'est pas si facile que ça. En tout cas pour moi, moins pour Antoine, mais ça a été le côté peut-être manque de solitude parfois, manque de moments pour moi. Voilà. Promiscuité finalement avec sa famille tout le temps. Et on n'a pas tous les mêmes besoins par rapport à ça. Et c'est pas grave parce que ça se travaille. En tout cas, en communiquant, c'est des solutions que tu peux trouver. On n'a pas tous les mêmes besoins. Antoine, voilà, ça ne le dérangeait pas du tout d'être dans le brouhaha tout le temps, d'être avec les enfants, d'être avec moi. Quand moi, j'avais des besoins parfois de plus m'isoler, en fait, et d'avoir des moments seuls pour pouvoir me ressourcer. Après, en termes de navigation, je pense qu'on était assez bien préparés. On a eu des navigations, comme pour toute famille qui partent naviguer, plus difficiles que d'autres. Et puis, la grande difficulté, le gros coup dur de ce voyage, et tu le sais, ça a été plutôt lié à des problèmes de santé. Oui. Donc, les 4-5 premiers mois, ça a été. Donc, et après, donc, quand tu dis 4-5 premiers mois, c'est-à-dire que c'est à partir de là que ça a commencé à avoir quelques désillusions, c'est ça que tu veux dire? Et toi, tu relais un petit peu les problèmes de santé qui se sont passés avec ces désillusions-là, en fait. Il n'y a pas eu d'autres choses, quoi. Ouais, ok. Complètement, c'est corrélé, ouais. Est-ce que tu peux du coup, je te laisse nous raconter un petit peu. Il me semble que c'était à l'arrivée du Cap-Vert. Ouais, c'est ça.
Ouais, en fait, on part des Canaries pour arriver au Cap-Vert. On traverse tous les 4. On n'a pas d'équipier à ce moment-là. Donc, c'est une navigation. On avait prévu de mettre 6 nuits. Et en fait, il y a plein d'événements qui vont se passer. C'est-à-dire qu'on part dans des conditions sportives. On ne s'attendait pas à ça. On se fait un peu surprendre. En parallèle de ça, Léon Loup a des problèmes de santé quelques jours avant de partir, c'est-à-dire vraiment un eczéma, mais un eczéma qui s'infecte, qui est vraiment pas beau à voir. On est obligé d'appeler l'hôpital parce qu'en fait, il est en train de faire une infection de la peau. Et en fait, on part avec un eczéma moyennement soigné, dans des conditions difficiles. On se rend compte au bout de la première journée que notre téléphone satellite ne marche pas. Ça, c'est quand même un gros stress. On ne peut plus communiquer. On ne peut pas avoir la météo non plus. On est déjà dans des conditions pas très cool. Et au bout du 4e jour, Antoine va se plaindre de très fortes douleurs à l'œil, jusqu'à devoir s'allonger et concrètement souffrir le martyre. Et il va tenir bon. C'est vraiment l'adrénaline, je pense, et le mental qui vont l'aider, puisque moi, je ne peux pas appeler les secours par le téléphone satellite. Je ne peux pas avoir les conseils de l'hôpital de Toulouse, hein, qui s'occupe de toute la cellule maritime, puisque le téléphone satellite ne marche pas. Je suis un peu désemparée avec 30-35 nœuds de vent, ce qui est assez conséquent, et avec 2 enfants à gérer et le capitaine qui gère vraiment, mais comme un roi, la navigation, mais qui parfois n'a plus de solution que de s'allonger et essayer de gérer sa propre douleur. Et en fait, on arrive au Cap-Vert, on jette l'ancre péniblement. On arrive, il y a déjà un coup de vent depuis quelques jours qui est installé sur Mindelo. On arrive à Mindelo. Et là, en fait, des copains nous voient arriver, m'appellent par WhatsApp et ma voix se coupe. Ça veut dire que je n'arrive même plus à parler. J'arrive même pas à expliquer. Je suis finalement en état de choc parce que ça fait des jours que je navigue avec Antoine qui souffle le martyre, qui se tape littéralement la tête contre les murs avec un œil qui est mais rouge écarlate. Et cette amie qui vient du bateau Namasté, qui s'appelle Florie, comprend qu'il y a un problème et me dit « Ne bouge pas, j'ai compris, on arrive ». Et donc, voilà, toute une solidarité va se mettre en place. On l'emmène aux urgences, à l'hôpital. Et en fait, un mauvais diagnostic va être posé. C'est-à-dire qu'on pense que c'est une très, très forte conjonctivite qui a dégénéré par manque de soins en mer. Et il va être sous antibiotiques. Et puis, les jours passent. Son état s'empire. Son œil vraiment gonfle de plus en plus. Il ne voit plus du tout. Et il est atteint d'une photophobie, mais très violente. C'est-à-dire que vraiment, il ne peut pas supporter le moindre rayon de lumière. Et là, ça devient un peu l'enfer, quoi. Ça devient l'enfer parce que tu es dans un désert médical. Tu vois, à l'hôpital, ils ne comprennent pas trop ce qu'il a. Et en fait, ça va être un ophtalmo français en visio qui va tout de suite dire, en fait, là, il y a un truc qui ne va pas du tout. Ce n'est absolument pas une conjonctivite, c'est un zona. C'est un zona, et un zona, à l'œil, il faut prendre un antiviral puissant sous 3 jours. Et là, ça fait pratiquement à ce moment-là 10 jours qu'il est dans cet état. Et donc, ça va être très compliqué parce que tu arrives au Cap-Vert. Cet antiviral, tu ne le trouves pas nulle part, dans aucune pharmacie, parce que simplement, ils ne l'ont pas. Et puis, au bout d'un moment, on va réussir à trouver cet antiviral parce que Radio Ponton va faire son effet, c'est-à-dire que un bateau va passer l'information. Au bout d'un moment, on va trouver une chirurgienne urgentiste qui a cet antiviral, mais c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que les séquelles sur son œil, sa cornée est atteinte, la souffrance est très forte. À ce moment-là, on décide même de quitter le port
parce qu'il y a un peu cette euphorie, il y a beaucoup de bruit. Dans un bateau, c'est très difficile de s'isoler de la lumière, donc ils souffrent beaucoup. On loue un appartement où clairement on vit pendant 15 jours les volets fermés, dans le noir. Et puis au bout d'un moment, la décision va tomber. On est rapatrié en France, quoi. L'hôpital de Mindelo est clairement pas équipé, et il nous dit en fait c'est soit vous perdez la vue, soit vous rentrez tout de suite en France pour avoir des soins qui sont adaptés. Et ça va être un choc. Ça va être un choc parce que c'est déjà un mois d'enfer à Mindelo. C'est un choc physique, c'est un choc moral pour Antoine qui a préparé ce projet qui porte tant depuis 2 ans, parce qu'à ce moment-là, à Mindelo, on lui dit votre projet, c'est terminé. La mer, pendant au moins 6 mois, vous n'allez pas pouvoir la reprendre. Donc c'est terminé, tu vois. On quitte le bateau, on pleure. Les enfants pleurent, nous on dit au revoir à Paolu, on rentre, pour nous on reprend nos vies, c'est terminé. Et le bateau, et on le laisse en Afrique, et clairement, concrètement, on ne sait pas quand on va pouvoir le ramener et ce qui va lui arriver. Voilà. Et ça, je ne sais pas si je l'explique bien, mais c'est vraiment un choc violent pour les enfants aussi, parce que ils vont voir leur père dans un état vraiment très compliqué. Ils vont l'entendre hurler de douleur par moments, un peu dans le désespoir. Et donc, ça va être un choc énorme pour Antoine, pour moi et pour les enfants. Et mais finalement, on est rapatrié. Il est soigné en France. Ils le prennent vachement bien en charge. Et on peut repartir et le traverser, cet Atlantique, le couteau entre les dents. Mais la deuxième partie va être un petit peu plus compliquée dans le sens plus par rapport à l'école, en fait. Parce que les enfants, on n'a rien fait concrètement pendant 2 mois. Ils ont eu cette coupure, ils ont eu cette fatigue qui s'est accumulée, et que derrière, évidemment, c'est difficile de reprendre ce rythme, en fait, avec cette cassure. Et du coup, si on revient un petit peu à cette période à Mindelo, toi, comment tu te sens? Tiraillée entre, je suppose, l'inquiétude des enfants. T'es un peu comme une éponge, quoi. Non? Ouais, t'es un peu en mode survie, quoi. Tu vois, t'as pas le choix. T'as ton mec qui est allongé dans le bateau, qui concrètement ne peut plus rien faire. T'as les amarres qui lâchent une par une, parce que tu te souviens de Mindelo, c'est un port particulier sur Pandi où il y a beaucoup de vent. Le bateau, en plus, on a une place qui n'est pas du tout abritée. Donc, tu es là, tu gères à la fois le bateau pour essayer de le sécuriser, à la fois essayer de trouver la bonne personne, et c'était ça ce qui était difficile pour soigner Antoine. Tes enfants qui paniquent, quoi, qui sont plus bien, tu les sens plus eux-mêmes, il y a un problème, vraiment. Ils pleurent, ils font des crises, ils fatiguent émotionnellement, c'est vraiment difficile pour eux. Mais tu dois être là, quoi. Donc franchement, tu fais comme tu peux. À ce moment-là, franchement, je fais comme je peux. Je vais plutôt m'effondrer une fois rentrée en France, en fait. Une fois que je peux me permettre de le faire, tu vois. C'est là où je vais lâcher, où je vais avoir une grosse fatigue. Ouais, oui. Ouais. Déjà, vous avez tenu super longtemps, vous avez été super fort. Quand on connaît les conditions à Mindelo, des hôpitaux, etc., vous avez été incroyable, je trouve. Vraiment. Mais bon, je pense que, comme tu dis, sur le moment, en fait, on peut, comme quand tu racontes Antoine sur le bateau les derniers jours, je pense que le mental, il peut faire énormément, quoi. C'est assez incroyable. Ouais, le mental, t'as des petits bouts, en fait. Même pour rentrer dans la baie de Mindelo, ils voient rien. À ce moment-là, je te jure, ils voient rien. Et il y a des vagues énormes de travers. Franchement, on arrive avec 30-35 nœuds, et il me dit va à l'intérieur avec les enfants. Il se met à la barre alors qu'il est vraiment en souffrance. Et il prend le truc en main, quoi, tu vois. Il reprend son rôle de capitaine malgré la douleur et tout. Et ça, c'est l'adrénaline, et pour protéger ta famille, quoi. Donc, Mindelo, c'est l'histoire qui est vraiment marquante.
parce que c'est vrai que c'est pour recontextualiser, c'est vraiment un désert médical. On va commencer un peu à le charcuter avec un ciseau mal désinfecté, lui enlever les peaux qui repoussent. Enfin, ouais, c'est compliqué. On n'est plus en Europe. On a Ouais, quitté l'Europe, on c'est est en ça. Afrique et là, ça fait toute la différence au niveau des soins. Et du coup, avec le recul que tu as aujourd'hui, est-ce que tu penses que... Alors, on va pas changer le monde, hein, ça c'est fait. Et puis en plus, enfin, fera partie de votre histoire, etc. Je pense que vous avez appris énormément de cette expérience. Mais est-ce que tu retiens des choses? Est-ce que tu te dis, on aurait peut-être... voilà, est-ce qu'on peut-être on aurait dû attendre avant de partir? Est-ce qu'on aurait pu... je sais pas, est-ce que ce serait le stress aussi qui aurait joué? Ouais. Ouais, mais complètement. En fait, pour se renseigner, enfin, on s'est renseigné sur ce qu'est un zona Mhm. et en plus, plus particulièrement à l'œil, hein. Et en fait, la traduction d'un zona, c'est sous burn-out. Voilà. C'est soit un événement traumatique, un gros choc émotionnel ou une fatigue très intense qui s'est installée. Et on en a beaucoup discuté. Et oui, concrètement, il y a le stress de 2 ans de préparation, d'une navigation qui est pénible, d'un téléphone satellite qui ne marche pas, et des problèmes de santé de Léon Loup pendant aussi cette navigation. Donc il y a beaucoup de choses qui sont accumulées. Moi, j'ai posé la question à Antoine de comment on aurait pu éviter ça, qu'est-ce qu'il en pensait. On a beaucoup échangé autour de ça. Lui, il me dit qu'il aurait fallu qu'on se laisse une année de plus, tu vois, pour partir plus sereinement. Donc, on est toujours en questionnement, on n'a pas toutes les réponses. Moi, je ne sais pas, parce que je pense qu'avant de partir, tu as toujours une période de rush, tu vois. Mais il me dit, en fait, parce que tu as l'aspect financier aussi. J'en ai pas parlé, mais on part avec un maigre budget. Et il me dit, on aurait dû attendre 1 an, peut-être. Pourquoi? Parce qu'on aurait eu plus le temps de mettre de côté et que ça aurait été moins un stress, tu vois. C'est cet aspect financier. Et puis, il y a le truc de, tu vois, la deuxième partie du voyage, autant sur le côté scolaire, ça s'est un peu moins bien passé parce que finalement, nous, il nous restait 4 mois, on avait perdu du temps, les enfants n'étaient plus dans la bonne dynamique, donc voilà, ça a été un peu plus compliqué au niveau de l'école, mais on a accepté ça. Mais il y a aussi ce truc de lâcher, quoi, de se dire, bah ouais, mais en fait, c'est comme ça, il y aura toujours des imprévus, il faut prendre les choses vraiment avec plus de souplesse, pas se mettre la rate au courbouillon tout le temps, parce qu'en mer, tu ne peux rien prévoir, tu ne peux pas tout contrôler. Donc ouais, je pense que vraiment, je ne sais pas si ça aurait pu être évité. Vraiment, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Antoine est une personne extrêmement introvertie dans le sens qui ne va pas s'exprimer au niveau de ses émotions et qu'il en a payé les conséquences au bout d'un moment physiquement, de vouloir trop nous protéger, à pas nous faire part de certaines inquiétudes, notamment lors de navigation. Et du coup, notamment sur le fond, le budget, ça devait être quelque chose qu'il avait aussi en plus, quoi. Bien sûr. Bien sûr, le budget, tu vois, c'est vraiment pas forcément lié ce truc à un événement, mais par rapport à 2 ans de préparation, l'aspect finance, le truc du téléphone SAT qui marche pas, la navigation compliquée, et bim, voilà, Ouais, un c'est un zona cumul. s'installe. C'est un cumul. Et à l'œil, c'est la traduction, c'est qu'est-ce que tu ne veux pas voir, tu vois, parce qu'il perd la vue à ce moment-là. Qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Et je pense qu'effectivement, il ne s'est pas assez exprimé, il ne m'a pas fait assez part de ses peurs, de ses craintes, de ses doutes. Et aujourd'hui, c'est ça qui a changé. C'est-à-dire qu'après cet épisode, quand on est revenu, c'est OK, là, je veux que tu cries quand ça ne va pas, je veux que tu t'exprimes, je veux que tu me dises les choses, il faut que ça sorte autrement que par des problèmes physiques, quoi. Tu vois. Ah, c'est beau. Enfin, c'est waouh. Enfin, moi, ça me donne des frissons parce que je me dis que tu vois, c'est peut-être quelque chose enfin, c'est un gros apprentissage. Du coup, si vous avez réussi à mettre ça en place, c'est waouh, quoi, depuis. Mais en fait, c'est clair que dans tous les cas, je pense on peut toujours se dire et si, mais en effet, on n'aura jamais la réponse. Et en plus, on n'est jamais
vraiment prêt. Enfin, c'est pour tout dans la vie. Si on peut pas, on n'est jamais 100% prêt. Sinon, on pourrait attendre toute notre vie d'avoir plus de budget, d'avoir plus de temps. Je sais que nous, par exemple, c'était on voulait que Soren sache nager, plein de choses comme ça. Bon, bah, finalement, on est parti avant parce que les choses ont fait qu'on a senti que c'était le bon moment et on a dit, bah, tant pis, c'est pas nager, il apprendra dans le voyage, tu vois. Mais voilà, il y a jamais c'est jamais le top, l'idéal, quoi. Non, c'est jamais le bon moment. Il y a toujours des obstacles, en fait. Si tu les regardes, tu partiras jamais. C'est pour ça que, bon, Antoine me dit, on aurait dû se laisser une année de plus. Alors, plus pour l'aspect financier, parce qu'on était assez bien préparés techniquement. Je sais pas. Je lui dis, tu vois, dans cette année, il y aurait eu des imprévus financiers. Est-ce que vraiment ça aurait changé les choses? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est son ressenti et c'est à lui que c'est arrivé, quoi. Donc, En tout cas, ce qu'il ressent, c'est que peut-être si vous étiez parti un an plus tard, bah, il y aurait peut-être il sait que c'est peut-être ce cumul de stress qui ont fait ce burn-out. Et donc, s'il en avait déjà eu un de moins, peut-être que ça aurait été plus léger pour lui. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'il y avait l'aspect financier. Puis aussi, en parallèle de ce projet, c'est quand même un élément assez important. On finissait de rénover la maison pour la mettre en location. Donc, c'est vrai qu'il avait vraiment beaucoup de missions, une grosse charge sur ses épaules entre la rénovation du bateau, la rénovation de la maison, le fait de faire des économies et le fait de travailler aussi en parallèle de tout ça. Donc, voilà, c'était peut-être un peu trop, mais c'est un bel apprentissage parce que maintenant, ça ne se passe plus comme ça. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça pendant la deuxième partie du voyage où on était beaucoup plus cool, surtout Antoine. Et c'est aussi apprendre à s'écouter. Ouais. Et c'est peut-être le truc qu'on a appris. Du coup, on va parler de la suite du voyage. Est-ce que tu peux me raconter comment vous avez décidé de repartir? Ouais, à ce moment-là, donc on est en France, les médecins donnent le go. Et puis Antoine me dit, je vais partir, mais je vais partir seule. Vous n'allez pas venir avec moi parce que simplement, j'ai perdu confiance. Et ça m'est arrivé en pleine navigation et je ne me sens pas de vous emmener avec les enfants. Donc, tu vas prendre un avion avec les enfants et tu vas me rejoindre aux Antilles. Voilà, j'intègre cette idée hyper difficilement. Le matin, je me réveille même avec des larmes qui coulent tellement je me dis, mais non, en fait, moi, je veux traverser cet Atlantique. Moi aussi, je me prépare à ça depuis 2 ans. Et puis finalement, il est en train de prendre ses billets pour partir au Cap-Vert, pour repartir tout seul. Il me voit la tête à l'envers et puis il me dit, bon, on prend 4 billets, on y va, on le fait. Et on le fait tous les 4. Et là, grand sourire, on repart à Mindelo. On ne veut pas du tout perdre de temps à Mindelo. On y a passé déjà suffisamment de temps là-bas et puis dans la souffrance. Et on se laisse vraiment 3-4 jours max pour partir. Et donc, on va à Mindelo. On décide de prendre 2 équipiers. Ce qui n'était pas prévu au début de notre projet, mais au vu de l'état de santé d'Antoine, qui est quand même assez fragile, c'est plus raisonnable. On fait passer comme des sortes de petits entretiens à tous les bateaux stoppeurs qu'on peut trouver à Mindelo. Et puis franchement, on arrive à Mindelo, 4 jours après, on remet le bateau, on fait l'avitaillement et puis on part, quoi. On part et dans un état d'excitation ultime, trop heureux de pouvoir le faire, trop heureux d'être là quand on avait pensé que c'était terminé, que notre projet c'était fini. Et donc là, on part avec une adrénaline de malade et beaucoup d'émotions, traverser enfin cet Atlantique. Wow. Comment la navigation? Oui. Mais ça se passe super bien, franchement, à ce moment-là, on est tellement heureux, on a des conditions qui sont les alizés, on part au mois de février, les alizés sont bien établies, donc sont un peu fortes. Donc on va tout de suite partir avec 3-4 mètres de houle et puis des vents établis à 30 nœuds pendant 5 jours. Mais en fait, on s'en fout, quoi. On est là où avant on aurait peut-être un peu paniqué, où on prend le truc genre mais attends, mais c'est génial, on est là, on est heureux d'être là et franchement, la traversée de l'Atlantique, ça se passe trop bien parce qu'on est tellement heureux de repartir. On est un peu en mode guerrier, quoi. Un peu en mode ça va bien se passer. On a décidé que maintenant ça allait bien se passer. On est prêt à affronter ça et franchement, ça va le faire.
ça va le faire. On est trop heureux. Il y a certains matins, on se retrouve après nos quarts, les équipiers dorment, mais les enfants aussi, c'est notre petit moment tous les deux. Et puis, on est pris d'émotion, en fait, tu vois, au lever du soleil. Enfin, pour nous, c'est un truc de malade d'être là, quoi, tu vois, en plein milieu de l'océan Atlantique, là où on t'a dit que c'était fini ton rêve, en fait, tu vois, que fallait arrêter et que tu reprenais le cours de ta vie. Donc c'est une joie immense. Ça se passe merveilleusement bien, en fait, quoi. On est très heureux. Je suppose que l'arrivée, c'est pareil. Bah ouais, l'arrivée, c'est pareil. Et puis la suite du voyage, c'est là où on a tiré un peu justement cet apprentissage. Ça va être de se dire, allez, le stress, tout ça, les étapes, les échéances de date, les machins, c'est fini. Là, on profite. Et c'est ce qui va se passer. On veut aller un peu partout, puis on se dit vite, on se rappelle à l'ordre en disant non, 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 non. Là, on va faire le truc calmement, on va prendre notre temps, on va profiter parce que je pense qu'on l'a mérité. Et donc, on va ralentir le rythme aussi des navigations. On va plus profiter des endroits. Et puis on va plus s'écouter. Je pense que vraiment, surtout Antoine, ok, t'es fatigué, au lieu de tirer pour pas que tu vois, je fasse un trop long quart, ou il s'écoute, il se repose davantage, il se stresse moins. Il a vraiment tiré une énorme leçon de ce burn-out en mer qui s'est passé la première partie. Trop bien. Du coup, vous arrivez en février et vous fixez jusqu'à mai. Ouais, c'est ça. Moi, je reprends. Donc, on arrive au mois de février. Antoine, lui, fait la Transat Retour au mois de juin. Moi, je repars avant avec les enfants de Saint-Martin et donc je rentre au mois de mai. Parce qu'il faut savoir que pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore fait de tour de l'Atlantique, l'aller est plutôt cool. Le retour est réputé comme plus sportif et plus compliqué, plus long en termes de navigation, plus sportive. Et donc, c'est souvent, voilà, l'aller se fait en famille et le retour se fait régulièrement, séparément, parce que c'est quand même 4 semaines en tout, c'est ça? 3 semaines? 30, ouais, en fait, sans compter l'escale aux Açores de 5 jours, ils ont mis 32 jours. Ok, 32 jours en tout, voilà. Alors que l'aller, depuis la traversée de l'Atlantique, c'est une quinzaine de jours. C'est ça. Donc, ok. Avec des conditions plus cool. Ouais, mais c'est pas ce qui s'est passé finalement, tu vois, comme quoi la mer Ouais. la mer est imprévue, mais en tout cas, voilà, c'est réputé moins stable au niveau des vents, même si là, au final, ça a été plus cool sur le retour, mais en effet, c'est plus long, et pour les enfants, j'avais estimé que voilà, une transat allée, c'était déjà cool. pas mal. Ouais, c'est clair. Ok. Et puis au moins, Antoine, il est parti avec des équipiers, il n'avait pas ce stress non plus. Il sait qu'il peut aller Exactement. pas dépasser les bornes non plus. Quand on se connaît, voilà, il sait qu'il avait déjà craqué une fois et il vaut mieux assurer 32 jours, c'est long, quoi. Ouais, Donc, ouais. quand tu as 4 bras d'hommes, c'est quand même plus cool, quoi. Ouais, puis tu n'as pas la même responsabilité. Non, complet. Bien sûr, tu es responsable de ton équipage, mais tu n'as pas tes enfants et ta femme. Ouais. Et puis, c'est quand même finalement un poids que le capitaine s'enlève. C'est sûr, c'est sûr. Bon, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Pour finir, est-ce que tu pourrais me dire, question ouverte, complètement ouverte, qu'est-ce que tu penses que ce voyage vous a apporté? En fait, le fait d'avoir brisé le plafond de verre, je pense que ça ne te fait pas forcément changer, mais c'est ta vision qui change. J'ai l'impression qu'on a depuis une vision complètement élargie sur les possibilités qu'on a dans le futur qu'on n'aurait jamais eu sans ce voyage. Je pense que voilà, ça accentue tes traits de caractère, c'est-à-dire que nous, on se dit qu'on a un peu confirmé notre besoin d'indépendance, de liberté, du coup, de maîtrise du temps. Mais c'est surtout de se dire, tu pars dans tous les sens. Enfin, nous, c'est ce qui se passe. Je sais pas, on rentre. Évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de repartir, de construire d'autres projets. Un projet en amène un autre. Et donc, je pense que c'est hyper précieux, en fait. Ce voyage, j'espère que ce n'est pas le voyage de notre vie, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres, mais il nous a fait grandir, autant nous
que les enfants, où on se rend compte avec le recul c'est incroyable la maturité et l'ouverture d'esprit qu'ils ont gagné. Je sais que ça fait un peu pompeux de dire ça parfois, mais c'est la réalité. Et on le remarque maintenant tous les jours. Et voilà, et les possibilités, enfin, tu te dis, attends, tu as fait ce projet, bah, tu peux faire autre chose, en mer ou pas, tu vois, peu importe. Mais ça, c'est hyper important. Ça ouvre le champ des possibles. Franchement, moi, il y a quelques années, je ne me serais jamais dit que j'allais traverser l'Atlantique à la voile. Et le fait de l'avoir fait, tu te dis que maintenant, tout ce qui te semblait peut-être compliqué à terre ou des projets que tu n'osais pas faire, tu te dis, maintenant que j'ai fait ça, en fait, on peut tout faire, quoi. Tout est possible. Exactement, et ça fait du bien c'est ça. De dire que tu n'es jamais coincé dans une situation. Tu vois. Donc, c'est clair, c'est vraiment ça. Et puis, du coup, tu prends confiance aussi en toi, dans des choses du quotidien qui te semblaient compliquées. Tu les vis plus simplement. Et... En fait, moi, j'aime à dire qu'on a grandi sa zone de confort, tu vois. Complètement. Complètement. Et puis, tu as plus ces œillères, je ne sais pas si on les avait avant, peut-être, mais tu relativises aussi sur les petites choses du quotidien. Je trouve que tu dézoomes un peu sur la vie en général en te disant dézoomer. Ouais, ok, qu'est-ce que tu as, ça va pas, ça, dans ton truc, dans ton quotidien, il y a ça qui te rend malheureux ou quoi. Et en fait, tu vois, nous, on rentre aujourd'hui et on se dit, mais tu sais quoi, le jour où ça va pas, le jour où on est malheureux, eh ben, on repart, on fait autre chose, on entreprend un autre truc, tu vois. Et ça, ça fait vraiment du bien au cœur et au mental. Ouais, c'est top de finir là-dessus. Et est-ce que tu pourrais... Est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller s'il y a des familles qui nous écoutent qui auraient envie de faire un tel voyage? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Alors déjà, je pense de bien se mettre au clair chacun individuellement sur ses envies, sur ses besoins, autant pour les adultes que pour les enfants. Chacun va avoir des envies forcément différentes et c'est hyper important d'adapter son programme aussi de navigation, de pays à visiter, d'endroits où on va aller en fonction des uns et des autres, que tout le monde y trouve son compte et qu'il n'y ait pas de frustration derrière. Prendre le temps des préparatifs, être bien préparé. En tout cas, que le bateau soit vraiment bien préparé techniquement. Je pense que c'est quelque chose qu'on a fait et on n'a pas eu de soucis de technique et ça, c'est quand même précieux. Donc, bien connaître son bateau et bien le préparer. Voilà, quoi, pas vouloir tout contrôler, accepter dans les préparatifs les imprévus parce que y en aura tout le long du voyage. Donc, c'est quelque chose qui doit être assez intégré et puis de pas trop se poser de questions, quoi, y aller tête baissée et puis foncer dans ce projet parce que même s'il y a des étapes parfois qui sont difficiles en termes de préparatifs à faire quand on manque de moyens ou non, ça vaut mais 1000 fois le coup et nous on re-signe demain, quoi. Donc vraiment c'est d'y aller. Les difficultés qui vont être rencontrées, il y en aura, mais ce sera largement compensé par l'intensité du bonheur qu'on peut vivre à travers ces voyages, quoi. Génial. Est-ce que, plus terre à terre, est-ce que tu aurais un livre d'inspiration ou un podcast à partager sur le sujet? Le livre, moi, qui a été le déclic clairement pour partir, donc qui m'émeut beaucoup, je l'ai lu plusieurs fois, il s'appelle De mer en mer. Donc de mer, le rôle de la mer en mer, l'océan, de Charlotte Nico. Qui raconte son voyage de 3 ans en mer et en famille et qui raconte aussi son voyage intérieur, donc De mer en mer de Charlotte Nico. Le podcast, moi j'écoutais beaucoup en mer, qui n'a rien à voir forcément avec les voyages ou l'océan, mais ça me permettait justement de couper un peu pendant mes quarts avec tout ça. C'est Affaires sensibles avec Fabrice Drouel qui est juste un conteur exceptionnel. Ça va parler de faits divers, de faits historiques sur les 50 dernières années, mais c'est hyper bien raconté. Donc, moi, c'était le podcast que j'écoutais le plus en mer. Ouais, ça reste en fait, même si c'est pas forcément lié directement à la mer, les podcasts qu'on a écoutés pendant un certain quart, après, ça réveille des souvenirs et on associe ça
Enfin, on vit les choses différemment quand on écoute un podcast au milieu de la mer pendant un quart de nuit, par exemple. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, et puis besoin parfois un peu de couper parce que tu Et de parles se nourrir. que de se nourrir, ouais, c'est ça, d'autres choses. Parce que quand tu voyages en mer, moi j'avais l'impression vraiment, je parle que de mer. J'écoute beaucoup de podcasts. Il y avait le podcast Woman of the Seas aussi, que j'aime énormément, qui est un podcast dédié aux aventurières de la mer. Mais bon, tu es tellement imprégné que pendant certains quarts, voilà, ça fait du bien aussi d'écouter autre chose. Et c'est un régal, je trouve, d'écouter ces podcasts. Ouais. Oui, c'est ça, de faire un petit retour sur la Terre de temps en temps. Ouais, parle un petit peu d'autre chose. Et puis, il raconte, enfin, je sais pas si tu connais, mais moi, je suis toujours absorbée. C'est des podcasts assez longs qui durent une petite heure. Mais j'ai jamais envie que ça s'arrête, quoi. Enfin, c'est vraiment un super conteur. J'écouterai parce que je connais, mais je n'ai jamais écouté. Mais je vais écouter, ouais. Ouais. Et c'est... Cool. Bah, écoute, merci beaucoup, Morgane, pour ce témoignage, cette transparence et tous tes beaux mots que tu nous as partagés. C'était super chouette. Bah, merci à toi. J'espère que ça n'a pas été trop barbant pour tout le monde. Et j'espère que j'ai bien expliqué. Et surtout, j'espère que j'ai donné aux autres l'envie de se lancer et d'y aller, quoi. Oui, bah oui. Enfin, franchement, moi, je serais pas partie à t'écouter. Je pars de suite. Ouais, c'est le but. C'est le but. Il faut vraiment, ça vaut 1000 fois le coup. Est-ce que on peut donner ton compte Insta si les personnes veulent regarder un petit peu ton histoire en photo? Ouais, alors le compte Insta, c'est Paolou Family. Okay. Paolou avec un P, tout attaché, Family. Ok, je le mettrai dans les notes de l'épisode, comme ça, il n'y aura plus qu'à cliquer. Au top du top, merci beaucoup. Bisous. Merci à toi, ma belle Audrey. Merci pour cette opportunité, c'était très chouette. Ciao. Ciao. Merci pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à le noter sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Si vous avez des idées d'invités ou vous voulez échanger sur votre projet, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram @audreydoula ou via mon site internet www.audreydoula.com. À très vite.